Oui, vous faites, je pense, une remarque très pertinente. Vous parlez de ce que vous dénommez des bouffeurs de temps. Ouais. Pouvez nous donner quelques exemples? Qu'est-ce qui sont des bouffeurs de temps qui finalement ne contribuent pas vraiment Pas de nom. Oui. C'est une question piège, ça. Mais, des bouffeurs... Ouais, d'accord. Non, mais les bouffeurs de temps sont partout. En fait, les bouffeurs de temps, c'est quoi? C'est tout ce qui n'est pas essentiel à l'exécution de l'objectif. Alors, votre question est générique. Je pourrais, en fonction des cas des uns et des autres, je vais dire, avoir plein d'exemples. Mais de nouveau, posez-vous la question, lorsqu'il y a un événement qui se présente à vous, does it make sense pour réaliser l'objectif ou pas? N'oubliez pas que, enfin, je parle ici en fonction de dirigeants. On pourrait bien sûr dire la même chose de la gestion de l'agenda, je vais dire, de la secrétaire ou de l'employé comptable ou ce genre de choses. Mais le dirigeant est une ressource rare. C'est une ressource compétente. Elle est rare puisqu'elle n'est pas très nombreuse, je veux dire, le comité de direction dans l'entreprise. Elle est chère, d'accord? Et moi, je n'ai pas de problème pour les ressources chères. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'il faut l'utiliser à bon escient. En fin de compte, le problème du dirigeant est en fait exactement le même problème que celui du fermier. C'est-à-dire qu'un fermier a des hectares et doit tirer le meilleur rendement, je vais dire, à l'hectare. Et en fin de compte, le dirigeant a des heures de travail, il doit tirer le meilleur rendement à l'heure de travail. Alors, rendre bien évidemment les outils du fermier et les outils du dirigeant. Les outils du dirigeant étant en fait ses équipes de management, auxquelles il va déléguer un certain nombre de tâches, parce qu'il est clair que, et certainement dans une entreprise de la taille d'ING, il est absolument impossible de porter le poids du monde tout seul. Et donc, la culture de la délégation est essentielle, parce que manifestement, si vous ne le faites pas, c'est la crise nerveuse et c'est pas ce qu'on souhaite aux dirigeants. Donc, je crois qu'il y a vraiment un travail de délégation. Les bouffeurs de temps, je laisse à chacun le soin de les identifier. Et je crois que de toute façon, ça ne va pas être très compliqué. Même aujourd'hui, tout le monde a dû en avoir à son agenda. Et donc, sur base de cela, concentrez-vous sur l'essentiel. Alors, je poserai la même... Pour Dans la comparaison avec l'agriculteur, comme les événements extérieurs, pas la météo. C'est juste, la météo peut avoir, à tout le moins chez l'agriculteur, mais le marché pour les entreprises. Ouais, la récolte. Ouais. Je poserai la même question autrement. On rentre le soir chez soi, on a passé toute une journée de travail. Comment finalement discerner quelles sont les heures? Est-ce qu'on a bien passé sa journée? Est-ce que c'est une journée productive? Et quels ont été les moments positifs? Comment est-ce qu'on a finalement géré son temps? Est-ce que vous avez, vous, des recommandations que vous donnez au CEO Mais je crois qu'en fin de compte, si vous faites votre bilan, à mon avis, ce que peu de personnes font chaque soir, mais enfin, bon, on a grosso modo 1 heure de trafic pour rentrer chez soi. Donc, vous pouvez vous poser la question sur ce que je vais appeler les hard gains et les soft gains. Les hard gains, c'est bien évidemment ce que vous faites par rapport à votre contribution qui vraisemblablement doit se situer au niveau de la bottom line ou d'un ensemble de KPI qui ont été définis. Les soft gains, je vais les prendre au niveau de M. Dralens par exemple, c'est de discuter avec ses collaborateurs les plus proches du terrain et de lui donner des idées auxquelles il n'avait pas pensé parce que forcément parfois loin du terrain, pour aller trouver des nouvelles pistes d'innovation, des nouvelles pistes de service, etc. Alors c'est clair que les soft gains, manifestement, ne servent pas à votre bonus de fin d'année, mais elles servent à construire le plan, je veux dire, sur le long terme. Parce que c'est là, en fait, que vous avez la relation épidermique avec le marché et que vous pouvez donner votre stimulus personnel au développement de l'entreprise. Mais donc, faites peut-être le soir votre bilan hard gains et soft gains, et si en fin de compte vous dites qu'il y a no gains, vous pouvez vous poser votre question sur vous-même, quoi. Comment est-ce que vous, dans l'interaction que vous avez avec les patrons, définissez là-dedans le rôle des nouvelles technologies? C'est un gain ou c'est un inconvénient? Difficile à dire. Dieu sait que pourtant je fais toute ma carrière dans la nouvelle technologie. Quelque part d'abord c'est un moyen. Appelons ça, c'est pas une finalité, c'est un moyen. Et ce moyen, comme tous les moyens, est capable du meilleur et du pire. Et donc je crois qu'il appartient à l'être humain de gérer ce que je vais appeler sa liberté humaine. À vous de faire ce que vous voulez. Et donc ou bien vous suivez aveuglément une technologie et donc c'est plus vous qui pilotez le business, et c'est la technologie qui pilote le business. Dans beaucoup de cas, soyons honnêtes, et je pense à l'histoire de la bourse notamment, il faut savoir que des prises de position sont faites par ordinateur et plus du tout par des individus. Alors vous allez me dire qu'il y a des individus derrière qui ont mis les paramètres ad hoc, mais aujourd'hui, et quand vous avez des décrochages de marché, très souvent, c'est parce que des ordinateurs ont pris des décisions à votre place. Donc ça prouve qu'on peut être capable du pire également. Mais bon, si on parle, je vais dire, de la nouvelle technologie, qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui? Elle a l'avantage de contacter des gens n'importe où et n'importe quand. C'est ça le gros avantage. Aujourd'hui, vous avez l'accès aux données et aux personnes, n'importe où. Vous êtes dans le train, vous êtes n'importe où avec Internet sur un PDA, et n'importe quand, puisque
Tout le monde est always on. Et donc, il vous appartient de faire le meilleur usage. Alors, c'est clair qu'on raccourcit une ligne de communication, puisque avant ça, il fallait appeler 25 personnes en cascade, etc. Alors qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir un impact direct sur les gens. Mais de nouveau, il vous appartient de savoir est-ce que ça fait du sens et est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon. N'oubliez pas que déranger intempestivement ne sert absolument à rien. Et je reviens de nouveau sur l'autonomie et la délégation que vous faites au niveau des personnes. Libre à vous d'utiliser le moyen technologique comme bon vous semble. Moi, personnellement, j'en fais pas un usage astronomique. Je ne suis pas un fou, je vais dire, du BlackBerry. Ça me permet, je vais dire, d'avoir de l'information condensée, mais ça n'empêche qu'il n'y a pas lieu de réagir au garde à vous, je vais dire, comme dirigeant. Je dis bien comme dirigeant. N'oubliez pas que le dirigeant n'a pas un rôle forcément tactique, il a un rôle stratégique. C'est pour ça, même si on est tous tacticiens quelque part, mais de nouveau, est-ce que d'ailleurs l'informatique ne peut pas être un bouffeur de temps? Et à mon avis, je crois qu'il en est un. Même si je suis vendeur d'informatique aussi. Très bien. Alors, dans tout ce contexte-là, est-ce que, sur l'expérience que vous avez aussi des recommandations sur une séparation temps professionnel, temps privé? Est-ce qu'il y a un juste équilibre? Est-ce qu'il faut qu'une journée ait autant d'heures de travail, autant d'heures de liberté? Comment est-ce que vous voyez cet équilibre? Alors, c'est un problème de temps, mais ce n'est pas un problème de gestion de temps. Et je crois que c'est un problème de temps à travers les mœurs. C'est-à-dire que bon, le monde aujourd'hui fait que on se positionne complètement différemment dans le marché du travail par rapport à ce qui se faisait il y a 25 ou 30 ans. Je me souviens, mon premier employeur, il avait une sonnette. Et quand je voulais le voir, je vais appuyer sur un bouton. Et quand c'était vert, je pouvais rentrer et lui dire bonjour. Je trouvais ça amusant, mais aujourd'hui, les mœurs sont complètement changées. Et d'ailleurs, les rapports sociaux entre les individus au sein d'une organisation, etc., sont complètement différents par rapport à il y a 30 ans. Et donc, il faut se poser la question, que veulent les gens, en fin de compte, à titre personnel, pour trouver un bon équilibre, une bonne balance entre vie privée et professionnelle. Il faut savoir en fait que toutes les études ont démontré que la flexibilité du temps de travail était toujours à l'avantage de l'employeur. C'est-à-dire les gens qui vous disent « Est-ce que je peux aller chercher mon petit à 4 heures mais vous inquiétez pas, il vous fera vos mails à 9 ou 10 heures du soir. » Et donc toutes les études sont en faveur, je vais dire, de l'employeur. Alors, pas obligé de dire ça aux organisations syndicales, mais ça n'empêche que d'abord les gens ils trouvent leur bonheur parce qu'ils parviennent à trouver un équilibre de vie assez intéressant. Et de nouveau, avant le temps, c'est pas le temps, après le temps, c'est pas le temps. Donc, ça veut dire que chercher un enfant et s'en occuper, je veux dire, à 5 heures l'après-midi, c'est bien. De toute façon, il dort à 7h30 du soir. Donc, on peut encore faire ses mails. Et donc, à la fois, on a profité d'une vie de famille et on a travaillé. Et donc, moi, je recommande, je vais dire, largement l'usage, je vais dire, de la flexibilité de temps, avec tous les problèmes de management que ça pose. J'ai connu des dirigeants d'entreprise qui, du fait qu'ils sortaient de leur bureau, n'avaient plus la main physiquement sur leurs collaborateurs, ne savaient pas si on travaillait pour eux ou si les gens étaient au café. Mais de nouveau, c'est un problème d'éducation managériale, de compétences de délégation, etc. Mais je crois que le monde va vers une géométrie variable, et donc, à mon avis, c'est une bonne chose. De toute façon, avec les problèmes d'engorgement de trafic, etc., demander du 9 to 5 aux personnes, c'est, je veux dire, cramer de l'énergie inutilement, et donc ce n'est pas bon ni pour les personnes, ni pour l'économie générale, quoi. Très bien. Moi, je peux demander à M. de Galland de nous rejoindre un moment et un moment de réfléchir ensemble. Dus misschien op dat laatste punt. Als grote baas van ING zegt u, ja, eigenlijk is dat wel juist. Mensen tijd laten verspelen in traffic jams weinig zinvol. Dus flexibele timelines voor iedereen. Ja, absoluut. Hè. Ik denk dat voor ons, het is een domein waar een punt waar we heel veel discussies over hebben. We hebben trouwens al een aantal beslissingen genomen. We hebben beslist om mensen die niet elke dag verplicht in Brussel moeten zijn, om die niet meer naar Brussel te laten komen. Dus we gaan een groot kantoorgebouw neerzetten in Gent en in Namur. Juist om de mensen toe te laten daar te gaan werken in plaats van elke dag naar Brussel te komen. De meeste informatici bijvoorbeeld moeten naar Brussel komen omdat daar hun hoofdkantoor is. Maar ze kunnen gemakkelijk hun job op een andere plaats doen. Ze moeten dus niet naar Brussel komen. Eén, dus dat is tijdwinst, gemak voor de bediende of voor de werkgever en voor ons ook. Dus het tweede punt is, er komt een nieuwe generatie aan en die is er al voor een groot deel. En we hebben die mensen we hebben daar duidelijk heel veel mee gepraat en die vragen ook flexibiliteit. Dat is juist het punt van, als die vandaag, woensdag, om 2 uur naar huis willen gaan omdat hun kind thuis is en dat ze willen thuis zijn, maar dat ze dan de vrijdag tot 10 uur 's avonds werken, dan
zij willen dat zelf willen bepalen. Ze zeggen vandaag moet je de toelating vragen. Ze zeggen nee, wij willen dat zelf bepalen. Wij bepalen, we weten dat we een aantal uren moeten presteren, wij gaan die presteren. En ze presteren in feite veel meer, zoals u zegt, comme vous dites, on presse beaucoup plus de temps. Mais il faut laisser cette flexibilité. Le gros problème, c'est pas eux, c'est le middle management qui n'est pas habitué à avoir des gens, à diriger des gens à distance. Et donc il faut éduquer, il faut adapter son style de management à cette nouvelle exigence. Et cette nouvelle... Mais flexibilité est clé pour nous. On ne va pas pouvoir trouver... on a un problème de recrutement, par exemple, dans certains métiers, parce que les gens ne veulent plus venir à Bruxelles parce qu'ils ont marre de passer des heures dans les files. Et donc, il faut pouvoir leur donner la flexibilité de travailler à distance, à domicile, dans des endroits remote, par exemple Grand Namur ou Liège, n'importe où. Et il faut surtout aussi leur donner la flexibilité dans le temps. Et le gros débat, c'est un débat entre management, membres du management, mais c'est aussi un débat qu'on a avec le conseil d'entreprise.